Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première sur cette chaîne, ma première vidéo de présentation de jeu. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le Tarot of Mystical Moments. Alors, j'ai la version anglo-saxonne, la version anglaise, parce que lorsque je l'ai acheté, c'était la seule qui était disponible. Il existe aujourd'hui chez Grimaud en version française, si vous êtes plus à l'aise avec un tarot en français. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce tarot-là? Parce que c'est celui que j'ai utilisé pour les vidéos du mois de juin. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, avant de mettre en ligne vos taroscopes mensuels du mois de juin, de vous présenter un petit peu plus en détail le jeu que j'ai utilisé. Alors, c'est un jeu qui est assez connu maintenant, hein, qui a rencontré beaucoup de succès, qui en a encore beaucoup. Donc, je vais vous présenter, je vais vous donner un petit peu ma vision du jeu et puis vous présenter les cartes. On va passer un petit moment ensemble pour ceux qui aiment ce genre de programme, hein. Ce petit moment, il peut être bien sympathique. Allez vous chercher un petit café, un petit thé. Donc, on y va, les amis, avec cette jolie boîte du Tarot of Mystical Moment. Hein, donc, une jolie boîte cartonnée, bien solide. Donc ça, déjà, c'est agréable quand on reçoit parce que des fois, les boîtes, ça laisse un peu à désirer. Alors, je vais la mettre de côté. Ici, voilà. Alors, la petite carte explicative, donc ce jeu a été créé par Catherine Wellstein. Alors, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, vous m'excuserez. Mais bon, donc elle a voulu créer un jeu qui est très axé sur la féminité, très axé aussi, il est très floral en fait. Hein. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais on va éplucher ça ensemble. Alors, voici le dos de deck qui est assez joli. Les cartes sont cartonnées, mais juste qu'il faut, pas trop épaisse non plus. Et puis, comme vous pouvez le voir, pardon, sur le côté, vous avez tout est argenté. Alors, c'est bien et pas bien. Esthétiquement, c'est très joli, mais moi, j'ai eu plusieurs jeux comme ça. Alors, je verrai à la longue à l'utilisation, mais parfois, ça finit par partir. Alors, j'aime et j'aime pas quand les jeux sont finis comme ça. Ça dépend de la qualité. Alors, on y va. On va regarder. J'ai préparé un petit peu quand même la présentation. Donc, je vais vous présenter déjà les arcanes majeurs. J'ai fait le tri. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Après, on va pas. Je vais vous présenter les cartes. Je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes ou ma vision. Il ne s'agit pas de vous faire un porte-tarot ni même ma vision de toutes les cartes. On va regarder un petit peu ensemble. Alors, ici, donc, le jeu démarre avec l'arcane du magicien, qui reprend l'idée du chapeau du magicien. La grande prêtresse, on retrouve toujours, ce qu'on retrouve beaucoup dans tous les jeux de tarot, avec cette idée d'avoir de la gardienne des secrets, hein, puisqu'il y a toujours une espèce de voile derrière elle ou de rideau. Hein. Bon, elle cache quelque chose, hein, parce qu'elle garde le secret. Ici, nous avons l'impératrice, très joliment représentée. Très beau, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez. Avec ce petit fœtus, là, toutes ces fleurs. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors, la spécificité de ce tarot, ici, nous avons deux empereurs. En fait, ce tarot est constitué de 83 cartes, au lieu de 78. Parce que l'auteur a voulu faire une version féminine de certaines figures masculines. Donc, par exemple, la première, c'est l'empereur. Vous avez une version masculine, une version féminine. Alors, la version féminine, vous me direz, on mettrait Louis XIV derrière, que ça changerait pas grand chose. Donc je trouve que c'est pas hyper féminisé, même si c'est un côté un peu moins viril que cet empereur-là. Mais enfin bon, en termes de féminité, c'est pas non plus. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire exactement. Mais en tout cas, l'empereur ici montre le côté bâtisseur. Hein, on trouve ici avec cette couronne. J'aime beaucoup comment c'est fait aussi. C'est-à-dire que là, on voit la couronne, elle est sur sa tête. Hein, la notion de bâtir dans le temps, les moustaches en forme de branche. Je trouvais que c'était intéressant. Et cette version-là de l'empereur me fait plus penser au côté domination un peu, parce que vous voyez cet individu-là, toutes les personnes en bas sont tenues par des chaînes, il y a une notion un peu de marionnette, un peu comme on voit parfois dans l'énergie du diable, mais c'est plus subtil que ça. Donc bon, il peut y avoir un côté leadership aussi, mais bon, moi cet aspect de l'empereur, c'est pas quand même celui que je préfère, très honnêtement. Le pape ou le hiérophante, j'aime beaucoup cette
représentation du hiérophante, là, avec ce hibou qui représente souvent l'enseignement, la sagesse, avec cette petite fille là qui écoute attentivement. Donc j'aime beaucoup la façon dont c'est représenté, je trouve que c'est très poétique. Les amoureux, bon, c'est pas forcément la carte de l'amoureux ou des amoureux que je préfère dans l'ensemble des jeux que j'ai pu voir, mais bon, voilà, l'arcane des amoureux. Le chariot, alors ce qui est intéressant avec ce chariot-là, c'est qu'elle est un petit peu à contre-courant, parce que souvent le chariot est présenté comme un arcane de vitesse, de progression, d'amélioration, parce que souvent il y a des chevaux, tout ça. Bon, là il y a un escargot, bon, alors, qui est monté sur roulette. Mais bon, voilà, l'énergie est un petit peu différente, mais j'ai trouvé que le contraste était intéressant. Après, chacun tire les conclusions qu'il veut quand cette carte sort, mais du coup, ça laisse un peu plus de possibilités d'interprétation, je trouve. La force, qui est assez semblable à toutes les cartes qu'on voit classiquement sur l'arcane de la force, toujours une présence féminine et un lion à côté. Alors là, la présence féminine, c'est plutôt une enfant, et puis on a presque l'impression d'un petit chat, un mi-enfant, mi-chat ici, puis le lion. L'arcane de l'ermite, toujours avec un côté sombre, et un petit côté sombre avec la lumière de la connaissance de l'ermite, mais il y a aussi la notion d'isolement qui est bien représentée au milieu de cet océan, au milieu de ce globe. Voilà. Donc je trouve qu'il est pas mal. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est un de mes arcanes préférés dans ce jeu, parce que ce que je trouve super intéressant, c'est que l'auteur, souvent la roue, en fait, on voit une roue et quelqu'un qui monte sur une roue, et c'est comme si c'est les événements extérieurs qui faisaient changer la vie de la personne. Et après, bien sûr, il s'agit de surfer sur la vague, de prendre le changement qui arrive, d'amorcer, de suivre le mouvement ou d'anticiper le sens de la roue, un coup en haut, un coup en bas. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la roue tourne à l'intérieur. On voit ce mécanisme ici, c'est un mécanisme interne. Et je trouve que ça reflète assez bien finalement l'ambiance de ce tarot. Je trouve qu'il est assez juste aussi pour faire des tirages, tout ce qui concerne le domaine émotionnel, de ce qui se passe, si on est en consultation, peut-être de ce qui se trame à l'intérieur de la personne, parce que je trouve que c'est assez parlant. Et là, on voit un espèce de mécanisme, alors qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, mais on voit que le changement peut être voulu dans la vie, admettons, du consultant, peut commencer par un changement intérieur. J'aime beaucoup le fait que ce mécanisme il soit dans l'individu, à l'intérieur de l'individu, et relié à son petit cœur qui est ici. L'arcane de la justice, on retrouve toujours les mêmes symboles, la balance, le glaive, mais il y a une idée quand même de prise de hauteur. C'est très souvent le cas dans ce tarot-là. Souvent, il y a une disproportion. Les personnages peuvent être très grands par rapport au reste. Le pendu, qui est assez sympa, qui est assez original aussi. On a toujours la même position, tête en bas, pied en haut, mais on a quand même l'idée de quelqu'un, là il n'y a pas les yeux bandés, peut-être plus de voir la situation sous un autre angle. Il est assez apaisant ce pendu, il ne fait pas flipper c'est pas flippant l'arcane du pendu, mais dans l'énergie il fait plus penser vraiment à de la pause, de l'attente, de la réflexion, du recentrage, qu'à une énergie de blocage. Ensuite, alors ça, je vous donne mes ressentis, mais c'est pas, après, chacun est tout à fait libre de ressentir les cartes différemment. La carte de la mort, que je trouve très jolie, et encore une fois, comme je vous le disais, c'est très axé sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Vous voyez, cette mort, ce changement, il est à l'intérieur du personnage et pas à l'extérieur. On ne voit pas une action, comme souvent c'est représenté avec une faux ou quelque chose comme ça. C'est vraiment à l'intérieur du personnage que ça se passe. Et c'est assez raccord avec ce que je vous ai dit sur la roue de fortune, et je trouve ça vraiment très intéressant que ça soit présenté comme ça. C'est comme si elle se défaisait d'une peau pour laisser fleurir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. On voit cette fleur, elle pousse comme ça. Bon, c'est très métaphorique et très poétique, mais je trouve que c'est très adapté justement à une analyse introspective. La tempérance, on est toujours dans des énergies très florales, ici très apaisante. Le diable, qui est très intéressant, le diable aussi j'aime beaucoup, parce qu'avec ce diable, c'est représenté par une femme déjà,
et avec cette espèce de champignon hein, qu'on voit au premier abord, puis on voit une espèce d'araignée. Bon, c'est un peu chiadé quand même. On voit les toiles derrière. Donc il peut y avoir cette idée, de moi dans ce diable-là, je le vois beaucoup sur le fait d'être... De se méfier de ce qui brille. C'est un peu le système des champignons qui sont empoisonnés. Hein. Ils ont un aspect très beau, très esthétique, qui attire, et en fait ils sont pleins de poison. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a cette ambiguïté qu'on trouve dans le diable. Il n'y a pas du tout d'attitude agressive, hein. Il est en posture plutôt... passive, avec un regard un petit peu sur le côté comme ça, mais il cache en fait sa vraie nature. Et puis si on regarde bien, là aussi il y a des fruits, il y a le fait d'attirer en fait, en plus avec le rouge, hein, un peu comme les matadors qui attirent les taureaux. Bon, il y a quelque chose comme ça. Je le vois beaucoup dans cette énergie-là, ce diable. La tour, qui garde la représentation tradie de la tour, je trouve, mais on voit bien quand même le personnage. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand cette tour elle explose, on voit aussi qu'il se passe quelque chose au niveau de la tête du personnage. C'est sa tête qui est posée contre la tour. Donc cette tour peut beaucoup faire penser à la prise de conscience soudaine ou à quelque chose, une explosion intérieure, une compréhension ou un choc intérieur puissant. La carte de l'étoile, bon, qui est très jolie, bon, qui est assez classique, je trouve, dans sa représentation. La carte de la lune, donc avec ce personnage de dos, hein, qui est mi-femme et puis je sais pas, octopus, je sais pas comment on dit en français, en pieuvre. Voilà, mi-femme, mi-pieuvre, qui le relie au monde de la mer, des émotions. Et puis on a cette jolie lune ici, hein, toujours un peu d'émotion, de pénombre. Le soleil, qui est jolie, mais qui pour moi n'est pas quand même la plus belle carte de soleil que j'ai vue, mais qui est joliment représentée. Le jugement, où on retrouve les codes qu'on a sur beaucoup de cartes, hein, avec cette trompette, cet ange, hein, qui est pareil, très au-dessus du reste, hein, il y a un effet d'annonce ici, beaucoup. Le monde, qui est intéressant aussi, avec ce personnage qui est le monde en lui-même, qui trouve sa place aussi peut-être dans son monde. Comme je vous l'ai dit, c'est très axé, enfin pour moi, ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Et puis là, nous avons le mat, le fou, qui est représenté comme avançant sur cette espèce de lézard, la tête en bas. Enfin bon, c'est bizarrement représenté, mais il y a une idée quand même d'inconnu, d'aventure, de prise de risque. On ne sait pas si c'est un crocodile, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà pour l'énergie du fou. Donc je vous ai parlé un petit peu plus des cartes qui me semblaient plus intéressantes pour moi, mais peut-être que vous me direz en commentaire s'il y en a d'autres dans les arcanes majeures qui vous parlent. On va regarder rapidement les séries. Donc j'ai commencé par la série des coupes. Alors, la série des coupes qui va jusque là. Alors, les coupes. L'as de coupe. Est-ce que vous voyez bien? As de coupe. 2 de coupe, qui est la carte que vous retrouvez sur la boîte. Alors, dans ce jeu, les coupes, dans la série des coupes, il y a quand même l'eau qui est souvent représentée, mais pas de façon systématique. Elle n'est pas rentrée dans un système où vous allez trouver de l'eau sur toutes les cartes de coupe en fait. Ça dépend vraiment de ce qu'elle veut faire ressortir. Donc là, c'est pas toujours le côté émotionnel qui ressort, c'est plutôt le côté relationnel, j'ai l'impression. 4 de coupe. 5 de coupe pour la partie émotion. Vous voyez, on retrouve là par contre l'eau, hein, cette notion de laisser partir. Laisser partir dans l'eau, laisser partir les émotions, laisser couler. 6 de coupe, très relié au passé. Le 7 de coupe qui me fait beaucoup penser à l'arcane de l'étoile. D'ailleurs, parfois dans une ou deux interprétations, au début que je l'avais, ça m'est arrivé de confondre cette carte avec les cartes de l'étoile. Le 8 de coupe, alors j'aime beaucoup ce côté très enfantin, ça fait presque dessin animé, hein, moi qui suis regardée, alors je suis très années 80 vu mon année de naissance, mais ça me fait penser au petit personnage qu'il y avait un peu dans Maya l'abeille, tout ça, enfin bref. Et on voit cette petite coccinelle qui prend la route comme ça. Je trouve que c'est très joli, c'est très poétique.
Le 9 de coupe qui ne me parle pas plus que ça, parce que ça parle beaucoup d'épanouissement, mais je trouve les couleurs un petit peu fades, mais bon, c'est qu'une impression. 10 de coupe, le bonheur partagé. On retrouve ici l'eau, la présence de l'eau, le valet de coupe avec le petit poisson, c'est souvent, c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup dans les valets de coupe. Le cavalier de coupe, très romantique avec un très gros cœur, hein. On voit le côté aussi cavalier de coupe. Alors j'aime beaucoup comme c'est représenté, parce que moi le cavalier de coupe, j'ai toujours une petite méfiance avec un côté un peu beau parleur. Je trouve que ça, il a un très gros cœur, il y a l'idée d'en faire des caisses, hein. Il joue avec, hein. Il joue des violons avec son cœur. Bon, je trouve que c'est bien représenté ici. Nous avons la reine de coupe. Et puis là, nous avons les 2 rois de coupe, comme je vous le disais. Donc dans ce jeu, il y a 5 cartes bonus. Donc vous avez 2 empereurs, une version féminine, une version masculine. Et pareil ici, roi de coupe version féminine, roi de coupe version masculine. Alors après, vous n'êtes pas obligé, si vous utilisez ce jeu, vous pouvez remplacer l'un par l'autre si vous préférez avoir plus les énergies féminines que masculines. Moi, quand je l'utilise, je garde tout parce que ça m'est arrivé que les 2 rois sortent ensemble. Bon, je trouve que c'est intéressant dans l'analogie et moi, ça me dit quand même pas tout à fait la même chose. Alors, exemple par exemple pour ce roi-là, pour moi ici, ce roi masculin va montrer plus la stabilité émotionnelle, la capacité à gérer entre guillemets ses émotions, parce que la tempête, elle est à l'intérieur de lui, hein, on voit autour, c'est calme, son bateau, c'est lui qui le tient, il gère, il y a vraiment l'idée de gérer ses propres émotions. Sur ce roi-là, je trouve qu'il est plus axé sur le fait d'être un soutien pour les autres. On voit là, elle porte en fait le bateau, c'est comme si elle le sortait de la tempête. Il y a une idée plus, un petit peu plus altruiste pour moi, et une idée aussi de prendre de la maturité, de prendre de la hauteur sur ses émotions, sur les événements extérieurs. Alors que là, il s'agit plus de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Bref, ça c'est mon ressenti, mais du coup, moi je les utilise quand même ensemble, mais après chacun fait comme il veut. Donc voilà pour la partie des coupes. Ensuite, nous avons la série des épées que j'aime beaucoup. Parce que parfois, les épées, je trouve que c'est un peu dur. Alors, moi, j'aime beaucoup comme le travail d'épée qu'elle a fait là-dessus. Alors, l'as d'épée, on voit ici la clé, le trou de la serrure qui est ici. Donc, on voit que la solution est là. Elle cherche un peu comme, vous savez, quand votre ordinateur vous dit chargement en cours. Bon, bah, il y a un peu de ça. Ça me fait penser à ça. Bon, mais la solution, elle est ici. Alors, pareil que pour la série des coupes, dans cette série des épées, il n'y a pas une répétition d'un symbole particulier où vous allez voir des épées de partout. Alors, les oiseaux sont représentés, mais pas que. Alors bon, il y a des plumes, mais il y a d'autres choses en fait. C'est pas uniquement un symbole. Par exemple, sur certains tarots, les épées vont être remplacées par des oiseaux, vont être remplacées par des sabres, vont être remplacées par peu importe. Et on va le voir de façon répétitive. Et là, c'est pas le cas dans ce jeu. Hein. Donc 2 d'épée ici, 3 d'épée. Ici, vous voyez, c'est ce qui se passe à l'intérieur, hein, le cœur transpercé, le 4 d'épée, le 5, un petit peu plus sombre, le 6, le 7, et c'est des couleurs qui sont très très différentes, hein, le 7 d'épée, on parle de vol, voilà un 9. Le 8 d'épée, alors c'est assez la représentation classique, hein, le fait de se sentir piégé, de se sentir un petit peu piégé. Alors ça, c'est ma préférée, je crois, dans la série des épées, le 9 d'épée. J'adore cette carte. Je trouve qu'elle est fabuleusement représentée. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce jeu montre beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de la personne, du consultant, etc. C'est un tarot pour moi très introspectif parce que vous voyez, c'est Père Dieu sur le personnage. Et en même temps, ça montre aussi plus, ça met plus l'accent sur le fait du regard des autres, du poids du regard des autres. On peut s'imaginer que c'est le regard qu'elle a sur elle, comme ça peut être le regard des autres. Et je trouve que c'est très axé là-dessus. Donc ça peut montrer quelqu'un
qui est troublé, qui est prisonnier peut-être de la vie, du regard, et quelque chose, et un stress par rapport aux autres. Et c'est assez raccord avec la façon dont est représenté ce 10 d'épée, parce qu'on voit que cette personne-là, qui est triste quand même, c'est les épées, les aiguilles des autres qu'elle prend dans la tête et dont elle n'arrive pas. Pour moi, c'est la suite de ça. C'est les idées des autres, c'est les peurs, les angoisses, le stress qu'elle emmagasine dans sa tête à elle, mais c'est pas forcément ses peurs. Je trouve que c'est très axé là-dessus et je trouve que c'est super intéressant. Alors, valet d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée. Souvent, les personnages de cours sont très en hauteur. Et là, nous avons à nouveau deux personnages pour le roi d'épée. Donc, une version féminine, une version masculine. Où là, ça va plus me parler. Là, il y a plus de lumière. Elle n'a pas une arme particulièrement. Ça va plus me parler d'observation, de quelqu'un qui observe, qui est très... comment dirais-je, qui a les idées claires, qui a un langage précis, quelque chose comme ça, alors que là on est un petit peu plus sur, vous voyez, il est armé, donc il y a quelque chose d'un peu plus cassant dans ce roi là pour moi, un peu plus dirigiste, voilà. Mais encore une fois, ça c'est mes ressentis. On continue avec la série des bâtons. Alors la série des bâtons, tac tac tac, on va aller jusque là. La série des bâtons, alors pareil que dans les autres, on n'a pas un symbole particulier qui revient tout le temps. Alors un petit peu plus dans la série des bâtons que dans les autres, mais globalement, il n'y a pas une répétition systématique d'un symbole. Donc nous avons ici l'as de bâton, le 2, le 3. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion de grandeur, de perspective avec le bateau dans la main. Pareil avec le 4 de bâton, cette notion de hauteur aussi. 5 de bâton, fait penser à beaucoup de plus le côté stratégique, le côté rivalité, celui qui va être plus malin que les autres ici. 6 de bâton, le 7, le 8, le 9, 9 et 10, je trouve qu'elle a fait un joli travail sur les 9 et les 10 globalement, sur ces deux séries-là, épée et bâton, parce que là c'est pareil, regardez ce 9 comme il est beau. On voit ce personnage avec plein de cicatrices et pareil pour un travail introspectif, je trouve que c'est hyper intéressant parce que là on voit la personne par exemple où elle en est, on voit qu'elle est au bout, peut-être dans son parcours, mais qu'elle y a laissé quand même beaucoup d'elle-même. Ça a demandé beaucoup d'efforts et ça n'a pas été sans mal. Symboliquement, les cicatrices, ça peut représenter ça. Pour moi, selon comment ça sort dans le tirage, ça peut aussi me questionner sur est-ce que ça en valait la peine, oui ou non, selon comment ça sort. Oui, ça valait la peine, mais j'ai beaucoup donné, ou non, ça ne valait pas la peine, selon comment ça sort dans le tirage. Mais il y a quelque chose comme ça. Je trouve qu'elle est très très intéressante cette carte. On voit qu'il y a toujours cette rose ici, mais qu'est-ce qu'elle en aura bavé pour aller au bout du chemin dans l'effort. Ici, 10 de bâton, pareil, je trouve qu'il est très intéressant. Alors, on retrouve toujours la même thématique du personnage qui est hyper chargé. Bon, là, c'est avec des fleurs, donc la carte, elle est très poétique. Et on voit aussi une disproportion entre le personnage et les fleurs qu'elle ramasse. Parce qu'elle prend les plus hautes, elles sont encore plus grosses qu'elle. Donc, il y a peut-être aussi l'idée, là, de porter trop lourd et peut-être de faire des choses qui ne sont pas... d'avoir des responsabilités, d'en avoir en nombre et en plus des choses peut-être qui sont à l'origine déjà trop lourdes pour elle. Vous voyez ce que je veux dire, les fleurs sont déjà immenses une à une. Donc il y a vraiment une idée de poids ici, de disproportionnalité pour moi entre la capacité à faire et ce qu'on demande. Alors la capacité à faire, ça ne veut pas dire qu'on remet en doute ses capacités personnelles, mais c'est parce que c'est en termes de temps, bon, on est tous des humains, vous voyez, plus cette énergie-là. Valet de bâton, on retrouve toujours l'aspect curiosité avec cette grande loupe. Cavalier de bâton avec l'énergie feu. Le côté, j'ai l'habitude de dire que le cavalier de bâton, c'est le plus bondissant. Bon, là, ça rejoint bien ça. La reine de bâton, bon, que je trouve jolie, mais je préfère presque la version féminine du roi. Donc là, on a deux rois de bâton. Encore une fois, version féminine, version masculine.
Bon, je préfère presque... je trouve qu'elle est un petit peu éteinte, cette reine de bâton. Moi, je la vois un peu plus... un petit peu plus punchy, un peu plus comme ça, en fait, hein, la reine de bâton pour moi. Elle en met un peu plus plein la vue, hein, pour moi, c'est la reine de bâton. Mais bon, après, pareil, ça, c'est perso. Alors, on termine avec la série des deniers. As de denier, on voit cette idée de graine qui pousse, hein, c'est très souvent utilisé. La notion d'équilibre dans le 2 de denier. Le 3 de denier, sans plus, ça ne me parle pas spécialement. 4 de denier, on retrouve la notion de sécurité. J'aime bien aussi l'idée de barrière avec les cadenas, hein. Là, on est vraiment sur l'aspect très sécuritaire. Par contre, j'aime beaucoup l'énergie du 5 de denier. Et encore une fois, je me répète quand je vous dis que c'est le côté intérieur du personnage qui est beaucoup valorisé, puisque là, on voit le vide intérieur. Le 5 de denier, il y a beaucoup la notion de manque. Et là, on voit ce vide, en fait, comme si cette personne, elle s'était vidée, enfin, le personnage s'était vidé de sa substance, hein. C'est l'hiver, elle a plus d'énergie. Vous voyez, j'aime beaucoup la façon dont c'est représenté. C'est ce que je préfère, en fait, dans ce tarot, c'est cette approche-là qui est intéressante. 6 de denier. Le 7, donc on retrouve la connexion aussi avec la nature, la récolte. Le 8 de denier qui met beaucoup, plutôt que de mettre... alors il y a la notion de focus, là, mais il y avait souvent la notion d'effort dans le 8 de denier. Là, je trouve que c'est plus l'idée de précision, du travail artistique, d'être concentré, mais de la minutie. Voilà, il y a beaucoup le côté minutieux. Je trouve qu'elle est très très jolie, cette carte. Le 9 de denier. Le 10 de denier qui est très axé sur la sécurité. J'avais tendance à le confondre avec le roi parfois. Donc on voit aussi cette souche d'arbre, hein, la notion d'accumulation. Je trouve que ça fait plus roi de denier que 10, mais bon, il y a la notion de patrimoine là qui ressort. Le valet de denier. Le cavalier de denier également. La reine de denier que j'aime beaucoup cette robe, ces couleurs automnales, je trouve qu'elle est joliment représentée, beaucoup connectée, voilà, pas l'air très guirette, mais bon, j'aime beaucoup cette robe et ces couleurs automnales, très reliées avec la nature. Là on a des petits lapins, on dirait des fleurs de courge ou de courgettes ou je sais pas quoi, mais c'est très, elle se confond avec la nature, la reine de denier, j'aime beaucoup. Et on termine avec 2 rois de denier, donc une version féminine, une version masculine. Bon, je suis pas excessivement fan, j'aime beaucoup le cerf, mais à la limite j'aurais presque pas mis le personnage ici personnellement. Et puis là on voit plus la notion d'accumulation, parce que là si vous regardez bien tous ces petits sous là, toute cette accumulation elle l'a dans sa coiffure. Bon, pour moi il y a un côté un petit peu plus axé sur l'argent ici, et là plus le côté sécuritaire. Mais bon, après pareil, ça ce sont mes ressentis. Donc voilà pour ce très très joli tarot de 83 cartes, donc que vous pouvez retrouver également chez Grimaud en version française, si c'est la version si c'est avec en français que vous êtes le plus à l'aise. J'ai oublié de vous présenter le petit livret, donc vous avez un petit livret quand même avec explicatif. Donc là bon, il est en anglais, mais bien sûr dans la version française il n'y aura pas de souci. Donc là vous avez une page par arcane majeur, voilà, c'est tout bien expliqué avec le côté droit et le côté nuancé ou inversé, c'est selon toutes les séries. Et puis voilà, quelques exemples de tirages à la fin, comme ça se fait souvent. Et puis vous avez bien sûr la double interprétation, hein. Vous voyez, King of Pentacles, donc le roi de denier, King of Pentacles, donc Female King, donc voilà, le roi féminin, avec l'interprétation du roi féminin. Voilà, donc ça vous avez ça pour toutes les cartes. Donc il est assez synthétique, il est pas mal fait. Puis vous avez en introduction une petite explication sur le process, comment elle en est arrivée, comment l'auteur en est arrivé à cette création-là. Donc voilà les amis pour le tarot qui va vous accompagner pour vos prochains tirages que je mettrai très prochainement en ligne
pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.